Imaginez. Imaginez que demain, vous vous retrouviez dans une situation où une fleur peut vous mettre sur la paille. Imaginez une situation où une fleur peut valoir plus cher que votre maison, où une fleur peut représenter une fortune ou votre ruine. Ben, bienvenue dans le Pays-Bas du XVIIe siècle, avec la crise des tulipes. Alors aujourd'hui, ce n'est pas tant des leçons sur l'entrepreneuriat qu'on va apprendre ici, mais des leçons sur la macroéconomie. La macroéconomie, c'est important parce que quand on est chef d'entreprise, on fait de la microéconomie. On va essayer d'agir au quotidien sur son environnement, de produire des biens, des services qui vont améliorer la rentabilité de quelque chose et tirer une partie de cette rentabilité pour gagner sa vie. S'il y a des grosses problématiques dans l'écosystème dans lequel vous êtes, dans l'écosystème entrepreneurial dans lequel vous êtes, c'est-à-dire très concrètement que si vous êtes dans un pays en faillite, si vous êtes dans une situation où les investissements boursiers sont chaotiques ou autres, ça va avoir des effets concrets, qui peuvent d'ailleurs être positifs parfois, sur votre situation. La macroéconomie a forcément un impact sur votre vie quotidienne, a forcément un impact sur la gestion de votre entreprise. La crise des tulipes, c'est quoi? C'est une crise qui a touché les Pays-Bas au XVIIe siècle et qui a entraîné des conséquences financières importantes de l'économie de ce petit pays. Alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque aux Pays-Bas? Je pense que c'est important de mettre un petit peu de contexte. Les Pays-Bas ont été sous domination espagnole pendant très longtemps. En fait, c'est un petit peu plus subtil que ça. Il s'avère que des souverains espagnols ont marié une de leurs filles à l'empereur d'Autriche. Ça a donné un héritier unique qui a hérité de deux superpuissances de l'époque, qui étaient le Saint-Empire romain germanique des Habsbourg, qui dominait le centre de l'Europe à l'époque, et de le Royaume d'Espagne, qui était à la tête d'un empire colonial en formation, parce qu'on parle d'après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et de début de la colonisation de l'Amérique massive par les Espagnols. Donc, l'héritier commun de ces deux lignées s'appelait Charles V, Charles V. Il était à la fois empereur d'Allemagne, donc roi des Pays-Bas, et roi d'Espagne. Et quand Charles Quint a décidé que son empire était trop grand et qu'il serait géré plus efficacement s'il était partagé entre d'une part son fils et d'autre part son frère, dont l'un serait respectivement roi d'Espagne et l'autre empereur d'Allemagne, il a décidé de raccorder les Pays-Bas à la couronne espagnole et non pas à la couronne autrichienne. Donc on se retrouve dans une situation où nous, les Français, on était encerclés par cette puissance espagnole qui avait à la fois des possessions en Italie, dans l'équivalent des Pays-Bas et de la Belgique d'aujourd'hui et en Espagne. Et clairement, j'imagine que dans les plans de Charles Quint, l'Espagne avait vocation à manger la France, qui est un de ses plus grands rivaux. Et de l'autre côté, il y avait cette monarchie autrichienne qui a fait sa vie dans son coin. Sur ce arrive la réforme protestante. C'est un phénomène social, politique et religieux où il ne faut pas sous-estimer le côté social et politique, justement. La réforme a beaucoup touché l'ancien Saint-Empire romain germanique, notamment les franges un petit peu dissidentes de cet ancien empire romain germanique. Et donc aussi les Pays-Bas qui, bien que formellement membres du royaume d'Espagne, ont profité de cette dynamique pour s'opposer à leur monarchie centralisée. Bref, tout ça mène à tout un tas de conflits, la guerre de 30 ans notamment à l'échelle européenne, et la guerre de 80 ans entre l'Espagne et ce qu'on a appelé les Provinces-Unies, qui donneront plus tard les Pays-Bas, avec une partie républicaine et une partie monarchique. Bref, les Provinces-Unies ont beaucoup appuyé leur indépendance sur la richesse économique et donc sur l'émergence du capitalisme à l'époque. Donc on se retrouve dans une espèce de guerre civile espagnole, avec cette volonté d'indépendance des Pays-Bas, et l'Espagne était à l'époque un pays dont l'économie était basée quasi exclusivement sur le secteur primaire, donc l'exploitation de ressources naturelles, notamment des mines d'or et d'argent, qui ont apporté énormément de flux financiers, beaucoup d'inflation à la couronne espagnole, et qui paradoxalement ont entraîné une faillite totale de l'économie espagnole. Et de l'autre côté, on avait les Pays-Bas, qui étaient un territoire où il y avait très peu de matières premières, rien du tout. Et ces gens-là se sont retrouvés par le commerce, par aussi un petit peu la piraterie, par la guerre maritime, à devenir très 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 influents à l'échelle mondiale. Et il y a eu un retournement clair et net jusqu'à ce que les Pays-Bas deviennent plus ou moins la première puissance mondiale de l'époque,
principalement par le commerce. Et on a cette petite république de bourgeois qui sont convertis au protestantisme pour avoir en gros un prétexte pour lutter contre cette monarchie centralisée très lointaine qui était l'Espagne, et qui décident de faire la guerre pour leur indépendance. Évidemment, il y a tout un tas de pays qui ont soutenu les Pays-Bas juste pour faire chier les Espagnols. Le premier étant la Grande-Bretagne et le second étant évidemment la France, chacun ayant tout à fait intérêt à ce que la monarchie espagnole arrête de dominer le monde. Bref, guerre de 80 ans que je vous résume en 2 minutes, et les Pays-Bas deviennent vraiment indépendants avec cette grande puissance commerciale qui s'est construite pendant cette guerre, qui s'est construite un peu par défaut, et qui tout d'un coup continue d'exister, continue d'être très efficace. Ils continuent d'avoir beaucoup de bateaux, de pouvoir faire du commerce à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que les Pays-Bas avaient à certains moments le monopole du commerce entre des pays aussi éloignés que l'Inde et le Japon. Donc si un Japonais voulait acheter un produit indien, c'était forcément un Hollandais qui lui amenait. Et cet empire politico-économique, thalassocratique, basé sur les Pays-Bas, s'est beaucoup aussi construit par la chute du Portugal, qui lui-même prenait beaucoup de place et qui a été lui-même en conflit avec l'Espagne, et qui, même s'il a fini par retrouver son indépendance, a été occupé pendant un certain temps par l'Espagne. Donc ça a forcément laissé un vide important à l'échelle mondiale. Les Pays-Bas se retrouvent ce pays capitaliste, riche, bourgeois, où tout le monde peut s'enrichir du jour au lendemain en montant sur un bateau et en faisant du commerce. Un mousse peut devenir capitaine, puis devenir armateur, puis devenir très très riche, simplement par son travail. Et ça, évidemment, ça a enclenché d'énormes changements par rapport à la situation typique médiévale qu'on avait avant, où en général une profession était exercée de père en fils et où on n'avait pas de grand levier, on n'avait pas d'ascenseur social qui était disponible. Évidemment, s'il y a un ascenseur social qui permet de monter, ça veut dire qu'il y a aussi un ascenseur social qui permet de descendre. On apprend le capitalisme, on apprend la finance, et devait arriver ce qui arrive, les premières bulles spéculatives. Les tulipes, c'est quelque chose qui à l'époque était vraiment une production prestigieuse. Les tulipes viennent d'Orient, viennent de l'Empire ottoman, où on a développé ces fleurs avec plein de variétés différentes et se mettent à recouvrir les cours européennes avec des gens qui peuvent payer très cher un bulbe de tulipe. Et forcément, les cultivateurs se disent qu'il y a un coup à jouer, parce que l'avantage avec les produits agricoles, c'est que vous les plantez dans le sol et ils se multiplient naturellement. Et si un produit agricole est très cher, vous pouvez gagner énormément d'argent en le plantant et en le cultivant. Donc on a une économie de la tulipe qui commence à se mettre en place aux Pays-Bas et qui existe toujours aujourd'hui. La tulipe reste un symbole important du Pays-Bas. Aujourd'hui, ça vaut plus grand-chose et c'est plus du folklore, mais à l'époque, ça pouvait être un vrai levier d'enrichissement personnel pour les gens qui faisaient ça. Et des gens se sont mis à spéculer sur la tulipe. On a des gens qui se sont mis à acheter des tulipes avant même que ces tulipes existent, à mettre des options sur des tulipes futures et à spéculer là-dessus. Ça a donc donné une bulle spéculative importante où tout le monde s'est mis à acheter des tulipes, revendre des tulipes. On pouvait acheter des tulipes sous forme de papier, et ces papiers tulipes se sont mis à avoir de plus en plus de valeur. Et donc, évidemment, devait arriver ce qui arrivait. Des gens se sont mis à acheter des tulipes, notamment sous forme de papier, non pas pour les cultiver, mais simplement en anticipant le fait que le cours de la tulipe continuait d'augmenter et que ça allait être vendu plus cher plus tard. Et comme beaucoup de gens avaient beaucoup d'argent et beaucoup de gens espéraient gagner beaucoup d'argent avec ça, beaucoup de gens ont acheté du papier qui représentait des futurs bulbes de tulipes, des contrats d'achat de tulipes dans le futur, et les prix sont mis à augmenter, augmenter, augmenter. Et comme toujours, quand les prix augmentent, il y a un moment où quelqu'un se rend compte que les prix vont baisser, quelqu'un commence à se rendre compte que les prix sont délirants, veut se débarrasser de la patate chaude pour la refiler à quelqu'un, et le vend à un prix plus bas que celui où il a acheté. Et évidemment, une chose en entraînant une autre, beaucoup de gens sont mis à vendre des engagements sur les tulipes, voire des bulbes de tulipes de plus en plus bas, à vouloir s'en débarrasser à tout prix avant que les prix continuent de diminuer, et au bout d'un moment, tout cela s'est mis à ne plus rien valoir. Le sommet a été atteint à certaines époques où certaines variétés de tulipes pouvaient valoir plus cher qu'une maison.
Un bulbe de tulipe pouvait valoir quelques florins au départ, c'est-à-dire l'équivalent de peut-être quelque chose comme quelques centaines d'euros d'aujourd'hui, jusqu'à valoir plusieurs centaines de florins. Donc l'équivalent de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'euros aujourd'hui pour les variétés les plus rares. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne ce truc-là? Moi, je trouve que c'est quand même assez important de comprendre que les bulles spéculatives sont rarement rationnelles. On a tendance, quand on est enfermé dans une bulle spéculative, à mettre en avant une espérance de gain comme raison pour investir dans un domaine d'activité particulier. Mais il faut bien comprendre que quel que soit le bien, qu'il soit physique ou virtuel, voilà, que ce soit des cryptos ou même de l'or, la valeur à un instant T, c'est sur un consensus subjectif entre les acteurs économiques. Et on peut avoir un ensemble d'acteurs économiques qui, à un moment donné, surévalue largement la valeur de certains biens, y compris d'une fleur. On parle de bulbe de tulipe, donc on parle plus ou moins d'une graine de fleur. Et parce qu'on pense que la fleur est très jolie et que des gens vont être capables de l'acheter très très cher plus tard, on se met à investir des fortunes dans une graine. Cette crise n'a pas touché que les gens qui achetaient, qui revendaient des tulipes, elle n'a pas touché que les gens qui sont mis à perdre de l'argent dans cette histoire-là, mais elle s'est mise à contaminer tous les secteurs de l'économie. Parce que si vous êtes par exemple armateur et que vous possédez des bateaux, si vous perdez toute votre fortune dans cette histoire de tulipes, vous êtes obligé de vendre vos bateaux. Et vous allez vendre vos bateaux moins cher, donc d'autres acteurs vont se les accaparer. Ça c'est juste un exemple, mais évidemment c'est valable dans plein d'autres secteurs d'activité. Tout un tas de gens sont retrouvés contaminés par ça. Paradoxalement, c'est presque l'industrie de la tulipe qui a le moins souffert de cet état-là, parce que bon, les gens ils sont mis à avoir des promesses d'achat délirantes, puis ils sont mis à revendre leurs tulipes au prix normal. Et le prix de la tulipe, c'est resté le prix d'une jolie fleur que des bourgeois ou des monarques s'achetaient pour que leur jardin soit plus joli. Donc ils étaient prêts à mettre un petit peu d'argent là-dedans. Et les gens qui vendaient des tulipes ne se sont pas retrouvés. Voilà, soit ils ont fait le bon coup de revendre leur exploitation au moment où c'était au plus haut et ils sont partis prendre leur retraite, soit ils ont repris leur activité classique et ils sont mis à revendre des tulipes. Et puis voilà. Par contre, il y a eu tout un pan de l'économie, tout un pan du commerce, tout un pan de l'économie spéculative où il y a eu des transferts d'argent. Et ça s'est déroulé au détriment de l'économie réelle, parce que quand vous êtes en train de mettre votre argent dans des tulipes, vous n'êtes pas en train de réparer le bateau qui vous sert à aller chercher des épices à l'étranger, par exemple, et vous n'êtes pas non plus en train d'investir dans le moulin, dans l'outil de travail qui va vous permettre de vivre de votre travail plus tard. Ça a quand même laissé une empreinte assez importante dans la culture néerlandaise de l'époque, où les gens sont mis à être un petit peu plus rationnels après cette crise-là. Malheureusement, si vous regardez un petit peu l'histoire, si vous regardez un petit peu la télé aujourd'hui ou autre, ce n'est pas une leçon qui a été acquise par l'humanité du tout. Les bulles, ça existe toujours. Des bulles, il y en a en ce moment même. Il y a une bulle évidente, c'est le marché de l'immobilier français, par exemple, qui est tiré à la hausse par tout un tas de choses. Il y a des bulles supposées, notamment sur les cryptos. Moi, je sais qu'il y a des bulles sur les cryptos. Je ne serais pas capable de vous dire si le cours du Bitcoin est raisonnable aujourd'hui. Voilà, très clairement. Je ne suis pas capable de vous le dire. Je suis capable de vous dire que sur l'ensemble des cryptos, il y en a qui sont largement surévalués et qui vont subir des corrections. Quel crypto va gagner la guerre des cryptos? C'est pas moi qui vais vous le dire, mais dans tous les cas, il y en a qui vont la perdre. La volatilité des marchés, l'augmentation radicale de certaines valeurs papier pour anticiper un effet d'achat plus élevé par d'autres personnes plus tard au détriment de l'économie, ça c'est quelque chose qui n'a pas été acquis et c'est ça que je veux vous faire comprendre avec cette crise des tulipes, c'est que à un moment donné, aujourd'hui, il y a tout un tas d'actifs sur les marchés financiers qui sont largement survalorisés, qui n'ont pas de base financière solide, qui ne sont basés que sur de l'espérance de gains futurs, et que cette espérance de gains futurs n'est souvent basée non pas sur des éléments concrets, factuels, mais sur une espérance de revente plus chère à quelqu'un d'autre, et que c'est dans ce cas-là où la crise des tulipes devrait vous enseigner que l'humain, c'est pas quelqu'un de très malin, c'est pas une espèce qui est forcément rationnelle, et que parfois des investissements n'ont pas de valeur réelle et sont portés uniquement par un effet de masse et un emballement de masse autour de quelque chose qui n'est pas logique.
Donc je vous laisse discuter en commentaire de quelle est la valeur actuelle aujourd'hui qui s'apparente le plus à un bulbe de tulipe pour un Hollandais. On va réfléchir ensemble en commentaire à tout ça. Euh, les bulles, dans tous les cas, ça arrive. Et moi, ce que je vous incite à faire, c'est d'essayer d'être rationnel, d'être froid, de ne pas vous laisser porter par vos sentiments et de faire attention aux bons coups. Les bons coups des uns sont souvent les mauvais coups des autres. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, mettez un pouce bleu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il existe un serveur Patreon que je vais mettre en description de la vidéo où vous pouvez rejoindre la chaîne, que ce soit via une formule gratuite ou une formule payante. Vous pouvez vous abonner si des sujets autour de l'entrepreneuriat vous intéressent. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.